Algerian Medical Network est un collectif international composé de scientifiques et médecins pluridisciplinaires. Le groupe s'est formé suite à la pandémie du Covid-19 pour offrir un espace de travail collaboratif et solidaire basé sur le partage et l'entraide entre médecins algériens des 4 coins du monde. Afin de partager nos échanges avec le plus grand nombre, nous lançons Allo Algerian Medical Network, des séquences courtes et claires pour aider nos confrères à la prise en charge clinique. Je suis Dr Nassima Halzi, fondatrice et coordinatrice scientifique du collectif AIMEN. Je parle du Covid-19 avec Dr Bouner Karima, néphrologue à l'EPH de Qasr el-Hiran, wilaya de l'Arwat. Un médecin généraliste qui travaille dans un centre d'hémodialyse. Un de ces malades a entendu parler de la dialyse péritonéale. Il lui a posé des questions sur cette technique. Docteur Bouner, pouviez-vous, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus? Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. La dialyse péritonéale est une technique de suppléance rénale utilisée lors de l'insuffisance rénale chronique stade terminal. En cas d'insuffisance rénale stade terminal, nous avons 3 options thérapeutiques qui sont l'hémodialyse, la dialyse péritonéale et idéalement la transplantation rénale. La dialyse péritonéale est largement utilisée dans le monde. En Algérie, elle reste peu proposée aux patients en insuffisance rénale stade terminal avec une prévalence en 2014 de 3% comparé à 93% pour l'hémodialyse, malgré les indications similaires et plusieurs avantages. C'est une technique extra-rénale utilisant le péritoine comme membrane d'échange entre le sang chargé de déchets et un liquide stérile introduit de façon répétitive dans l'abdomen. Donc, pour résumer, la dialyse péritonéale est une technique de domicile. Alors, deuxième question, de quoi a-t-on besoin pour faire justement la dialyse péritonéale? C'est très simple. Il faut avoir la membrane de dialyse qui est là, le péritoine du malade. Une voie d'abord, c'est un cathéter de DP, du matériel, des poches de dialyse, les poches de dialyse qui sont composées d'eau, d'ions, de substances tampons et d'agents osmotiques. Le tout est stérile et bien sûr un patient qui est à domicile chez lui. En fait, le péritoine contient de multiples vaisseaux sanguins. Normalement, seul un nombre limité des capillaires est irrigué par le sang. Lorsque la solution de dialyse péritonéale est infusée, le nombre de vaisseaux irrigués et le débit sanguin du péritoine augmente. Troisième question, quels sont les mécanismes de transfert et d'épuration extra-rénale? Nous avons deux mécanismes. Premièrement, la diffusion, qui est un phénomène passif dépendant d'un gradient de concentration bidirectionnel. Les vaisseaux sanguins contiennent des toxines urémiques comme l'urée, la créatinine, etc. Le péritoine contient le stérile et donc le passage des déchets et des toxines urémiques du milieu le plus concentré, qui est le sang, vers le milieu moins concentré, qui est le dialysat. Deuxième mécanisme, nous avons la convection ou l'ultrafiltration. Là, c'est un phénomène actif, il est unidirectionnel, conséquence d'un gradient osmotique et dépendant de la pression hydrostatique régnant dans la cavité péritoine. La pression osmotique est soit d'origine cristalloïde, qui est le glucose, soit d'origine colloïde, c'est les polymères de glucose, comme l'échodextrine. Très bien, donc quatrième question du médecin. Alors, il nous demande quelle est la technique d'accès à la cavité péritonéale? L'accès se fait par l'introduction du cathéter de DP qui est inséré dans la paroi abdominale. L'extrémité se plaçant idéalement au niveau du cul-de-sac de Douglas. Il peut être implanté de 3 manières différentes, soit par laparoscopie, par célioscopie, qui est la méthode idéale, offrant la possibilité de réaliser l'adhésiolyse en cas de cicatrice ou présence de bride, ou par laparotomie
ou carrément à l'aveugle. Il est recommandé que chaque centre de dialyse péritonéale ait une équipe dédiée à la mise en place de KTDP, comprenant des chirurgiens, et des néphrologues et des infirmiers. Autre question, alors est-ce que vous pouvez, docteur Brunner, nous lister les différentes techniques de dialyse péritonéale? Nous avons deux techniques différentes. Nous avons la DPCA qui est la dialyse péritonéale continue ambulatoire et nous avons la DPA qui est la dialyse péritonéale automatisée qui se fait par un cycleur. Pour la DPCA, il s'agit d'une méthode manuelle à régime continu avec présence constante de dialysat dans la cavité péritonéale. Dans la DPCA, il y a l'infusion qui est réalisée par gravité. Elle dure en moyenne entre 5 et 10 minutes. Le patient, puis la stase qui dure entre 3 et 8 heures. Puis la phase de vidange qui s'effectue par gravité, elle dure en moyenne entre 20 à 30 minutes. Le patient, en général, selon la prescription thérapeutique, il aura 3 à 4 échanges par jour qui sont effectués selon la fonction rénale résiduelle de chaque patient. Pour la DPA, la dialyse péritonéale automatisée, elle est réalisée à l'aide d'un cycleur. C'est une machine assurant la réalisation chronique des différentes phases de drainage, stase et infusion, et permet donc d'effectuer plusieurs échanges nocturnes. Elle est de ce fait mieux adaptée aux patients jeunes et nécessite un niveau suffisant de compréhension et d'autonomie. L'avantage de la DPA réside dans le fait qu'elle offre plus de temps pour la poursuite des activités socio-professionnelles, notamment chez les jeunes patients et les enfants scolarisés. Docteur Brunner, pourriez-vous nous donner, s'il vous plaît, les indications de la dialyse péritonéale? Ils sont candidats à la dialyse péritonéale tous les patients en insuffisance rénale stade terminal, surtout indiqués chez les enfants, meilleure tolérance et une meilleure insertion scolaire. Aussi les adultes jeunes avec une vie active, les sujets âgés avec, bien sûr, avec l'aide des proches et aussi la possibilité de transplantation rénale dans un futur proche. Pour les candidats à la greffe, il y a deux indications de nécessité pour la dialyse péritonéale, qui est l'instabilité cardiovasculaire en cas d'intolérance à l'hémodialyse ou bien une insuffisance cardiaque ou bien une insuffisance coronaire sévère. Cette modalité de traitement étant plus douce, évitant les variations brutales de poids et de tension artérielle est donc mieux adaptée. Et aussi, la deuxième indication nécessaire qui est l'épuisement d'abord vasculaire des patients en hémodialyse. Aussi, il y a les indications extra-rénales de la dialyse péritonéale en cas d'insuffisance cardiaque réfractaire aux diurétiques associée ou non à une insuffisance rénale chronique significative, l'hypo aussi et l'hyperthermie, et en cas aussi de pancréatite avec des coulées de nécrose pour réaliser le lavage péritonéal. Dans un second temps, est-ce que vous pouvez nous lister les contre-indications à la dialyse péritonéale? Nous avons des contre-indications logistiques, des contre-indications liées au patient. Nous avons des contre-indications liées à l'entourage du patient. Donc, nous allons détailler les contre-indications logistiques, le domicile, l'habitat insoluble ou l'hygiène insuffisante sont des contre-indications à la dialyse péritonéale. Mais le but n'est pas de contre-indiquer la technique s'il y a une forte volonté du patient et plutôt trouver des solutions pour adapter le domicile à la technique ou adapter la technique au domicile. Nous avons des contre-indications liées au patient à son choix. C'est le patient qui refuse par lui-même la technique. Je vous donne des exemples d'arguments utilisés par les patients pour ne pas choisir la dialyse péritonéale comme traitement de suppléance. Par exemple, vous avez le malade qui vous dit la prise en charge en centre d'hémodialyse est plus sécurisante, il se sent en sécurité. Soit il vous dit l'hémodialyse permet des journées sans dialyse, car la dialyse péritonéale est une technique continue 24 heures sur 24, ou bien il vous dit ne pas déranger une tierce personne plusieurs fois par jour
pour les gens dépendants d'une tierce personne. Une inquiétude aussi à l'idée de devoir gérer seule la dialyse chez lui. Une réticence des épouses à devoir gérer la dialyse en plus du quotidien pour leurs enfants, ou altération de l'image corporelle. On appelle ça les non-indications, car c'est le patient qui refuse. On ne peut pas obliger un malade à faire la dialyse péritonéale. Nous avons des contre-indications liées aux patients qui sont l'obésité. Si le BMI est supérieur à 45, on a aussi les stomies, les antécédents de chirurgie, abdomen chirurgical aussi, mais grâce à la célioscopie et la désiolyse, ce n'est plus une contre-indication. Aussi l'hernie abdominale, l'éventration et l'hernie abdominale non opérable sont des contre-indications absolues jusqu'à la correction, ou bien une correction préalable dans les autres cas. Nous avons une contre-indication dialyse péritonéale qui est l'atteinte du diaphragme ou bien une atteinte pulmonaire en cas de communication anormale entre la cavité péritonéale et pleurale, car il y a le risque de rupture de diaphragme, de médiastinite et d'épanchement pleural. L'insuffisance respiratoire sévère n'est pas une contre-indication absolue, mais il faut vraiment discuter l'indication avec les pneumos. La barrière physique, par exemple, force ou dextérité insuffisante, troubles visuels ou auditifs, une barrière aussi cognitive en cas de mauvaise compliance, une maladie psychiatrique, démence ou troubles de la mémoire. Pour les contre-indications liées à l'entourage, l'isolement familial et social des patients non autonomes est une contre-indication formelle. Et normalement, j'ai terminé avec les contre-indications. J'ai essayé de résumer les contre-indications de la dialyse péritonéale. Parfait, c'était bien exhaustive. Alors peut-être une dernière question justement pour conclure, hein, Dr Bouner. Finalement, quels sont donc les avantages et les inconvénients de l'ADP? Pour les avantages, nous avons plusieurs avantages. C'est une méthode plus douce que l'hémodialyse. La dialyse péritonéale est plus efficace que l'hémodialyse pour l'élimination des solutés de poids moléculaire supérieur à 300 deltans. La fonction urinaire, et donc les patients gardent une URS résiduelle, une fonction rénale résiduelle. Aussi, autonomie plus importante, une consultation par mois. Et les patients gardent une vie sociale pour la réinsertion socio-professionnelle. Le coût, on va dire, il est moins important que la dialyse qui nécessite aussi le transport des patients au centre d'hémodialyse. Pour les inconvénients, il ne faut pas oublier que c'est une dialyse qui se fait tous les jours. Elle nécessite de l'indépendance, car le patient est seul face à cette technique, et surtout pour la DPA, le patient est face à la machine. Elle nécessite un cathéter on va dire, qui est un petit peu parfois gênant et inesthétique. Aussi le stockage du matériel chez le patient, et aussi le dialysat est très sucré. À la fin, je tiens à préciser que l'hémodialyse et la dialyse péritonéale sont deux techniques d'épuration extra-rénale différentes qui ne sont pas en compétition, mais bien au contraire, elles se complètent. Très bien, merci pour cette petite dernière précision qui a quand même toute son importance. Merci surtout pour ce topo très explicite et concis. Je vous remercie, Dr Bouner, pour cette intervention. Je vous remercie aussi, Dr Maherzi Nesrine, et à très bientôt.